à tous et bienvenue autour de votre grande table. Comment penser la Chine aujourd'hui? En plein rêve de puissance, les informations filtrent peu, ni paroles ni mots, et une pensée censurée. Invitée la sinologue Anne Chang, professeure au Collège de France. Elle vient de diriger l'ouvrage collectif Penser en Chine dans la collection Essai Folio. Penser en Chine, mais aussi Penser la Chine. Nous serons ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, il était une fois la vie, avec l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, romancier et dramaturge. L'auteur de Oscar et la Dame Rose ou encore de Ibrahim et les Fleurs du Mal s'est lancé dans un projet titanesque, nous raconter une histoire de l'humanité. Et ce, avec Paradis perdu, volume 1, La traversée des temps, qui paraît chez Albin Michel. C'est pas compliqué, Éric Emmanuel Schmitt est un conteur, il va une fois encore vous le prouver. Mr Schmitt est notre invité jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Un mot d'abord du choix de l'Académie Goncourt que vous avez rejoint en 2016. L'Anomalie de Hervé Letellier, c'est l'un des livres les plus vendus de l'histoire de ce prix, avec son tirage à 800 000 exemplaires. Il n'en est pas encore tout à fait là en termes de vente, mais quand même, il en prend bien le chemin. Et des droits vendus dans le monde entier. C'est pas encore les 1,6 million d'exemplaires de L'Amant de Marguerite Duras, prix Goncourt en 84, mais c'est quand même un cru non seulement exceptionnel, et un cru très particulier. Il réunissait, par ses défauts, ou pour ses qualités aussi, tous les ingrédients du succès pour vous, ce roman d'Hervé Letellier? Écoutez, moi je l'ai lu au mois de juin et à ce moment-là, j'ai fait une petite enveloppe que j'ai donnée à mes proches en leur disant vous l'ouvrirez en novembre quand on annoncera le résultat. Bon, finalement, ils l'ont ouvert en décembre puisqu'à cause du confinement, on a proclamé le prix plus tard et je leur avais mis dans l'enveloppe que ça serait ce livre qui aurait le prix. Je trouve qu'il avait l'avantage d'être, ce livre, d'être à la fois d'une résonance vraiment contemporaine et en même temps avec un vrai travail littéraire. C'est-à-dire un vrai travail sur les genres, sur les styles selon les personnages. Une vraie distance par rapport à la fiction aussi, puisque à la fin où tout d'un coup les lettres s'évanouissent, nous font comprendre que le livre aussi est une réalité virtuelle. Donc j'ai trouvé que c'était un livre totalement abouti, que j'ai lu avec un immense plaisir et que j'ai même relu avec un immense plaisir avant de voter définitivement pour lui. Que nous sommes peut-être même nous-mêmes des êtres virtuels, se pose à travers tout ce roman la question du double, qui est passionnante pour un écrivain, pour un romancier, mais aussi pour chacun d'entre nous. Oui, puis quand on a fait de la philosophie, on a flirté avec cette idée chez Berkeley, ou même chez Leibniz d'une certaine manière, qu'on vit dans un monde virtuel. Vous, si vous vous rencontriez demain, vous vous diriez quoi? Vous vous demanderiez quoi? Quelle est la question que vous auriez envie de vous poser? De quelle tristesse tires-tu tant de joie? Parce que je crois que je tire ma joie du fait que je sais que la vie est brève, qu'elle est éphémère. J'aime les autres parce que je sais aussi qu'ils sont brefs et éphémères. Et donc, je tire d'une conscience extrêmement lucide, voire presque pessimiste de la condition humaine, mon appétit de vivre, mon envie de vivre et ma joie. Vous auriez la réponse à votre question, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'aimerais pas me poser beaucoup de questions, en fait, parce que j'ai un principe, c'est pas du tout le principe de Socrate, connais-toi toi-même. Moi, mon principe, c'est méconnais-toi toi-même. Si tu es fonctionnel, si tu arrives à vivre, à aimer, à produire, à être en relation avec les autres, eh bien, n'essaye pas d'en savoir plus sur toi-même. Et donc, moi, je sais que voilà, j'ai trouvé une façon de vivre qui me rend fécond, qui me rend heureux aussi. Donc, je ne tiens pas à en savoir plus sur moi. Alors, la vie est brève, mais l'histoire de l'humanité est longue. Oui. Et c'est cette histoire-là que vous nous racontez dans Paradis perdu, Éric Emmanuel Schmitt. Hervé Letellier travaille, lui, avec la contrainte. Je ne sais pas si vous êtes un peu oulipien aussi dans l'âme. Ça m'intéresse. Oui, ça vous intéresse. Et là, la contrainte, elle est quand même présente à première vue, mais elle n'est peut-être pas celle qu'on croit. Quelle a été pour vous la contrainte dans l'écriture de cette vaste histoire de l'humanité? C'est pour ça que ça m'a pris tant de temps. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois manier la réflexion et la fiction. Je dirais accorder le didactique avec la fantaisie.
Et donc c'est pour ça que ça m'a pris tant de temps. J'ai été traversé par cette idée quand j'avais 25 ans. Je sortais de Normal Sup, je venais d'avoir mon agrég de philo, j'étais élève de Jacques Derrida qui était un prof extraordinaire. Et j'étais donc un jeune assistant à l'université de Besançon. Je retrouvais le plaisir de lire gratuitement. Vous savez, quand on fait des études, on lit utile. Là, je retrouvais le champ littéraire. Et j'étais traversé par cette idée d'un homme immortel qui traverserait les temps et qui nous raconterait les grands moments de l'histoire, les grandes mutations, les grands tremblements. Et cet homme, tout de suite, je l'ai imaginé médecin, parce qu'il est habité par un paradoxe. Il cherche le secret de la vie pour les autres, mais le secret de la mort pour lui. Parce que sans doute l'immortalité est un fardeau et non pas un cadeau, comme on aurait tendance à le croire spontanément. Et il m'a fallu peut-être 25 ans pour apprivoiser cette idée. C'est-à-dire d'abord m'en rendre capable par mes lectures, par mes réflexions, et m'en rendre capable aussi, je dirais, romanesquement. C'est-à-dire élargir son souffle pour être capable de raconter une grande histoire. Donc, pour vous dire la vérité, ces dernières années, j'étais assez fâché contre moi-même parce que je n'y arrivais toujours pas. Parce que j'ai cru plusieurs fois que j'y arrivais. Et puis, c'était toujours avorté. Et puis, voilà, des événements personnels, sans doute la mort de ma mère qui m'a fait prendre conscience du temps et qu'il ne fallait pas perdre le temps. Et je me suis lancé. Et en fait, c'était le bon moment, c'était mûr, ça a sorti très facilement. Mais ce qui compte, c'est quand on a un projet pareil, c'est de garder le sens des personnages et la ludicité du récit. Et ici, le personnage principal, l'immortel, c'est Noam. Hein. C'est le point de départ de ce livre, celui que vous faites vivre. Juste un mot, parce que vous évoquiez quand même le côté assez dantesque de ce projet qui vous a occupé toute une vie. Tout comme l'histoire, la science, la métaphysique ont toujours été au cœur de votre processus littéraire. Il y a là, dans ce livre somme, un peu mi-essai, mi-encyclopédie, et on n'en est qu'au premier volume, des inspirations. Alors, est-ce que c'est plutôt la démarche pleine d'un Montaigne ou d'un Diderot avec d'Alembert? Qu'est-ce qui vous a guidé? Diderot, bien sûr. Donc vous êtes Oui, je suis censé... un fin connaisseur. Oui, voilà, je suis même... Quand j'étais à l'université, j'étais spécialiste de la philosophie française et anglaise du XVIIIe siècle. Et j'avais fait ma thèse sur Diderot. C'est un auteur que j'aime passionnément parce que il allie des qualités contradictoires. Alors j'essaye le plus possible de l'imiter, mais je ne suis pas du tout à la hauteur. Mais il y a cet aspect... cette façon de mêler le sublime et le dérisoire, le grotesque et le métaphysique, de tout d'un coup faire une réflexion profonde et puis tout d'un coup une pirouette, c'est-à-dire un sérieux qui se situe au-delà de l'esprit de sérieux. Vous voyez, et ça j'admire, une liberté. Et puis il y a cet aspect encyclopédique, c'est-à-dire que moi aussi je me passionne autant pour l'invention de l'aspirine que pour savoir comment on fait du feu, puis essayer de comprendre la théorie de la relativité d'Einstein. Je suis multipassionnel, ce qui est très épuisant. Donc cette passion des activités humaines que j'ai, qu'elles soient artistiques, techniques ou scientifiques, je peux l'exprimer dans ce grand roman. Voilà, c'est épuisant, mais c'était utile pour se lancer dans un tel projet. Oui. Il y a aussi du Dumas dans cette grande histoire de l'humanité, et vous ne vous en cachez pas, le Dumas, peut-être de Isaac Laquedem, cette série de romans qui raconte l'histoire de l'humanité à travers la figure du juif errant, un projet resté inachevé pour lui. On écoute Claude Chope nous en parler. Il cherche manifestement un levier pour écrire l'histoire universelle, c'est-à-dire qu'à partir du juif, il va par une série de scènes à différents moments, mais c'est son problème. Le juif errant va être le personnage réapparaissant à des siècles de différence, dans des situations qui recoupent un peu, en fait, une vision de l'histoire de Dumas vers le progrès, vers l'égalité, etc. Donc il y a un roman théoriquement prévu sous Néron, un autre prévu sous Charlemagne, et on verra que Charlemagne représente véritablement une chose très importante dans l'esprit de Dumas. Si je me souviens bien, sous Charles IX, il y aura un autre roman, et puis on passera au roman Révolution Napoléon. Hein. Donc c'est un empilement de très longs romans. Avec un personnage toujours identique. Avec un personnage qui cherche désespérément le pardon. Ce qui est Après, rare. le pardon va lui être donné probablement lorsque l'humanité sera elle-même libérée. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dumas exactement. Est-ce qu'il a perdu son souffle en cours de route, ce qu'il a fait qu'il n'a pas été au bout de ce projet Ne me faites pas peur. Je prends une grande respiration. Vous irez au bout?
Bah, je pense que je me suis donné la santé pour toutes les années à venir, parce que quand on se lève en sachant ce qu'on a à faire et qu'on a l'envie de le faire, je pense que on aborde le monde avec vigueur et avec vaillance. C'est un défi, en fait, que vous C'est un affichez. défi, oui. Et alors, c'est très intéressant que vous ayez passé cet extrait de Claude Chopp parlant du projet de Dumas, parce que ça me permet vraiment de me rendre compte que ce qu'on appelle l'histoire a changé. Ce que nous appelons l'histoire aujourd'hui a changé. À l'époque de Dumas, c'était l'histoire politique, c'était l'histoire des hommes, c'était les individus qui faisaient l'histoire. La nouvelle histoire au XXe siècle a renouvelé totalement le rapport au passé et cherche les grandes mutations. Et puis, en plus, la France a une école d'histoire absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on peut faire des histoires des odeurs, les histoires des couleurs, les histoires des animaux, etc. Et moi, c'est de cette histoire-là dont je parle dans mon livre. La prétention à être universelle, c'est parce que c'est les grands mouvements à la fois de la société, de la technique, de l'économie, mais toujours les mouvements lents qui m'intéressent. J'écris pas je vais pas, par exemple, travailler Tacite ou Tite-Live, que j'adore par ailleurs, pour raconter Rome. Je raconterai autre chose de Rome, ce qui se passe en termes économiques, industriels, etc. Donc, du temps à passer sur l'histoire. Oui, sur la manière dont on la traite Oui. aussi aujourd'hui. Vous faites partie de votre grande histoire du néolithique, de la fin du néolithique. Comment vous avez réussi à projeter votre imaginaire si loin? Parce que vous n'êtes pas historien, vous restez romancier, Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que ça a été compliqué d'en faire un terrain de fiction de cette période, ou est-ce que, somme toute, il existe déjà pas mal de matière disponible? En fait, je crois que c'est plus facile pour un romancier que pour un historien ou un préhistorien de vivre il y a 8000 ans. Moi, je m'en suis rendu compte en écrivant, c'est-à-dire que c'est Noam qui parle, c'est mon héros, et il parle à partir d'un corps, un corps qui a des sensations, un corps qui a des émotions. Il est un fils dans un rapport compliqué au père et à la mère, il est un amoureux. Donc, d'abord, il y a des éléments universels que je peux retrouver qui sont ces éléments-là. Et ensuite, je découvrais, avec surprise moi-même, que j'étais bien il y a 8000 ans au néolithique. C'est-à-dire que nos ancêtres, finalement, s'étaient pas encore fait piéger comme nous. C'est-à-dire que la plupart étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc c'était des groupes d'une vingtaine de personnes et qui passaient, qui étaient profondément nomades, même s'ils revenaient sur certains endroits. Et dans une nature généreuse avec aussi peu d'hommes, se nourrir était vite fait. Et donc, ils avaient beaucoup de temps pour la jouissance, pour la rêverie, pour je ne sais quoi. Et le piège de l'histoire, c'est que tout d'un coup, les hommes se sédentarisent. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Noam est dans un village lacustre. Ce sont les premiers villages parce que c'est la proximité de l'eau et d'une alimentation constante qui est celle d'un lac. Et c'est un piège sans doute. C'est un piège sans doute parce que tout d'un coup, on va beaucoup plus travailler à partir du moment où on divise le travail, où on s'occupe de la terre, où on s'occupe du bétail, où on s'occupe Et cette division du travail, finalement, c'est une forme peut-être d'aliénation, c'est une perte d'autonomie, et c'est un des premiers moments où l'humanité se fabrique. Donc il y a bien quelque chose aussi du paradis perdu. On s'interrogeait sur ce titre que vous avez donné à ce livre. C'est un titre qui reste travaillé par une vraie nostalgie de l'auteur. Vous? C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la nature chez nos ancêtres qui me fascine et que fugitivement je retrouve, soit en lisant certains poètes, soit moi-même en me promenant dans la nature, soit dans mes rêves aussi. C'est-à-dire que l'homme ne se pensait pas une espèce distincte des autres êtres vivants. Ni distinct, ni même supérieur. Alors encore moins maître et possesseur, comme disait Descartes, de la nature. Et l'homme se pensait comme un autre parmi les autres hôtes de la nature. Et il y avait de l'esprit partout. L'homme n'avait pas le privilège de la conscience et de l'esprit. Nos ancêtres pensaient que les animaux avaient des âmes, mais qu'il y avait aussi un esprit de l'arbre, un esprit de la source, un esprit du vent, un esprit du rocher, une âme du rocher ou un démon.
L'esprit était partout, on n'en avait pas le monopole, on n'était pas, comme dit Heidegger au XXe siècle, le berger du sens. Le sens était partout. Et finalement, il y a une humilité dans ce rapport au monde qui est sans doute une forme de bonheur. Et je pense que oui, on a perdu, sauf fugitivement, lorsque on s'immerge dans la nature et qu'elle est plus grande que nous et qu'elle est même éventuellement dangereuse pour nous. Pour ça, par exemple, l'expérience du désert est une expérience très forte parce que c'est l'expérience de la toute-puissance de la nature contre les êtres minuscules que nous sommes. Mais ce sentiment du sublime, c'est un sentiment qui fait du bien parce qu'il nous remet à notre place. J'avais vécu uni à la nature, ils m'en séparaient. L'humilité s'éclipsait, l'harmonie aussi, mes paradis étaient perdus. Vous l'expliquez, hein, ce ressenti dans une note de bas de page assez étonnante, où vous dites que ceci vous incite à suspecter quelque chose dont vous reparlerez. Nous ne vivons pas forcément dans l'époque où nous croyons demeurer. Beaucoup d'entre nous logent au fond d'eux-mêmes dans un univers différent de leur réalité. Sinon, comment expliquer l'appétit de littérature chez les uns, la dépression chez les autres? Les hasards de la naissance nous obligent à parcourir un monde sans rapport avec celui que notre inconscient, lui, continue à habiter. Et là, on retrouve aussi le Éric Emmanuel Schmitt du cycle de l'invisible. Dans ce projet ambitieux, il y a ce parallèle qu'on peut faire avec cet autre projet que vous avez mené à son terme, Éric Emmanuel Schmitt. Cette histoire-là, celle que vous nous racontez dans Paradis perdu, c'est aussi celle de nos représentations, de notre raison d'être, de notre rapport à Dieu ou au Dieu, à la spiritualité, à nos croyances. Je trouve que c'est très très libérateur pour nous de voir qu'il peut y avoir d'autres façons de penser que celle qui est la nôtre, dont nous avons hérité par notre naissance, notre environnement et notre instruction. Par exemple, le livre Paradis perdu dont on parle, il est profondément non cartésien. Et Dieu sait que je suis un admirateur de Descartes et que quand j'étais professeur à l'université, une des premières choses que je faisais, c'était d'enseigner les méditations métaphysiques de Descartes. Mais c'est très très important, je trouve, et c'est ce qu'a pu apporter, bien sûr, les livres, mais particulièrement le roman, de faire sauter ces habitudes de pensée que nous avons, ces catégories qui sont les nôtres à travers lesquelles nous percevons le réel, pour voir qu'il y en a d'autres. Ça déstabilise, mais à l'issue de la déstabilisation, ça donne une forme de légèreté existentielle, spirituelle et intellectuelle. Parce que la légèreté intellectuelle, pour moi, c'est une qualité. C'est pas pour rien que je suis disciple de Diderot. Ça veut pas dire négligence. Ça veut dire un allègement du pathétique, un allègement de la certitude ou de l'attachement à la certitude pour accepter l'incertitude. Et donc, je trouve que c'est tout à fait important de connaître diverses spiritualités, d'épouser diverses manières de voir le monde. De même que quand on lit des romans d'amour, on se rend compte qu'il y a d'autres manières d'aimer que la mienne. Même quand on lit Harlequin, peut-être même surtout quand on lit Harlequin. Donc, cet essentiel allègement que nous apporte la culture. Alors ça, c'est aussi d'ailleurs un retour dans Paradis perdu aux origines de l'amour, l'amour originel, Éric Emmanuel Schmitt. Votre prose traverse le temps, comme votre protagoniste Noam, né il y a 8000 ans, qui va devoir affronter le déluge. Il renaît à travers les époques, Noam. Et nous faisons d'ailleurs connaissance avec lui. Aujourd'hui, dans le prologue, à Beyrouth, il regarde notre monde, ce qu'il est devenu, ce monde. Il est éberlué, voire catastrophé. Et c'est vrai que quand même, il est face à un monde qui semble avoir pris la tangente. Et pourtant, la catastrophe, elle commence dès le début de l'histoire, avec le déluge, avec la montée des eaux. Qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette catastrophe de nous? Je vous propose d'écouter les mots de l'auteur de l'Arche avant Noé, le philologue, assyriologue Irving Finkel. Le déluge, c'est le sujet de l'histoire dans le monde le plus ancien. Partout dans le monde, tout le monde a une idée comme ça dans leur tête. L'idée du fait que tout d'un coup, le monde est fini à cause de l'eau. Et je suis sûr que ça signifie que tous les hommes, partout dans tous les pays différents, avec les idées différentes, partagent cette idée que l'homme est comme sur la terre comme un fourmi seulement, et un dieu ou les dieux ou tous les dieux peuvent décider un jour de détruire absolument la vie, et tout le monde craint ça. Et c'est une idée fixe dans l'humanité. Et de temps en temps, maintenant, dans le monde aujourd'hui, ça se passe, l'eau vient, beaucoup de personnes meurent. L'histoire est vieille
mais il existe encore jusqu'aujourd'hui. Cette histoire qui dure, qui est elle-même immortelle, hein, d'une Oui. certaine manière, Éric Emmanuel Schmitt. Hein. L'histoire du monde est une histoire sans fin. L'histoire de la fin du monde est une histoire sans fin. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu des hommes, il y a eu des récits sur la fin du monde. Je pense que c'est une façon d'habiter l'inquiétude existentielle. C'est une manière aussi de projeter sa propre mortalité individuelle sur une mortalité éventuellement de l'espèce ou collective. Mais il y a toujours eu des récits, une crainte de la fin du monde. Mais moi, si je place mon récit... Alors évidemment, Paradis perdu, ça raconte le déluge, il y a 8000 ans. Mais si je commence mon récit effectivement à Beyrouth, aujourd'hui, comme vous le remarquez, c'est parce que quelque chose a changé dans les récits de la fin du monde. Pendant des siècles, ce qui pouvait détruire le monde, c'était Dieu ou la nature. On va être spinoziste. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau au XXIe siècle. C'est l'homme qui est le destructeur. Il n'a plus besoin de Dieu ou de la nature pour détruire la planète et peut-être sa présence même sur la planète et sa survie. C'est ça qui a totalement changé. C'est-à-dire que l'univers est devenu clos, il est fini, enfin là, je parle de la Terre, et c'est une anthropocène, c'est-à-dire il est totalement humanisé, hominisé, et tout d'un coup, il y a cette grande inquiétude de la destruction, qui a une couleur totalement nouvelle. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que mon héros Noam, qui régulièrement se réveille dans certains siècles, a une prise de conscience aiguë de ce qui se passe dans l'humanité, et pour la première fois de sa vie, a peur. Mais c'est aussi comme ça que votre personnage, Noam, et l'homme, peut-être à travers lui, se fait démiurge d'une certaine manière. Et il peut inverser aussi l'ordre du temps. Et vous l'écrivez, trop de règnes ont passé, c'est Noam qui parle. Hein, trop de sociétés se sont écroulées, trop de civilisations ont disparu pour que je tende le fil généalogique en le nouant à un calendrier connu. Alors c'est vrai qu'il veut briser, lui, le mutisme. Il veut remettre de la parole sur ce qui est en train de se jouer, hein, aussi. Il est à la recherche du sens, comme nous tous. Et lui, sa recherche du sens, c'est comment l'humanité est-elle devenue ce qu'elle est. Parce que ce qui est fascinant quand même dans l'humain, c'est l'historicité, c'est-à-dire le fait que ça change tout le temps. Je veux dire, une fourmilière était pareille il y a 100 000 ans qu'aujourd'hui. La société humaine, elle est différente tout le temps. Et donc, Noam, voilà, est cette espèce de témoin agité par une certaine inquiétude, parce qu'il va très souvent remettre en question la notion de progrès. Parce que c'est vrai que nous aimons vivre dans l'illusion que nous progressons. C'est totalement vrai, évidemment, pour les sciences et les techniques. Mais parfois, les inventions humaines font basculer l'homme dans une dimension qu'il ne connaît pas et donc changent absolument tous les repères. Et c'est autant facteur de problème que facteur de progrès. Noam, il est immortel. Et ce sera ma dernière question, Éric Emmanuel Schmitt. Pour l'écrivain, comment faire pour que sa prose résiste au temps ? Toujours y penser, ne jamais en parler. C'est ça le secret ? Non, mais on a tous un idéal de la langue en nous, d'une espèce de langue pure, liquide et souple. Alors on essaye de la retrouver, on n'y arrive pas dans chaque page, mais... voilà. Une langue immortelle. Il n'y en a pas. Bien sûr, il n'y en a pas. Et Noam le sait puisqu'il en parle 26 et il en écrit beaucoup. Mais ça, c'est peut-être la seule chose qui me rend triste. Je me dis, forcément, un jour, le français n'existera plus. Parce que qu'est-ce que cette langue est belle. Midi 26 sur France Culture. On retrouve comme un jeudi sur deux notre partenaire de l'Obs, Grégoire Leménager. Bonjour Grégoire. Bonjour Olivia. Avec à m'écouter Éric Emmanuel Schmitt qui vous écoute nous parler d'un livre qui fait la une de l'Obs, du nouveau numéro de l'Obs en kiosque aujourd'hui, L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas. Elle repart, la journaliste du Monde, d'un fait divers et nous raconte bien plus qu'une histoire. C'est un livre qu'on est en droit d'attendre. Oui, enfin, c'est un livre très attendu pour plein de raisons. D'abord parce que si on accepte un recueil de ses reportages parus dans Le Monde qu'elle avait publié je crois en 2014, Florence Aubenas n'a pas publié de livre depuis le succès absolument phénoménal du Quai d'Ouistreham, souvenez-vous, c'était en 2010,
où elle racontait s'être mise dans la peau d'une femme de ménage pour mieux décrire ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, en gros. Et ce qu'est Ouistreham, c'était vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, même s'il n'était pas arrivé aux millions. Il est en cours d'adaptation au cinéma par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche. Enfin voilà. Donc, et elle avait rien fait en fait depuis comme livre. Ensuite, ce livre-là, L'inconnu de la Poste, il est très attendu parce qu'il a été annoncé et reporté plusieurs fois ces dernières années. C'était devenu un serpent de mer dans les programmes des maisons de sa maison d'édition, les éditions de l'Olivier. Et pour cause, c'est parce qu'il est consacré à une affaire qui a connu de très nombreux rebondissements à mesure que Florence Aubenas l'écrivait. Elle dit dans l'interview, ce qui m'intéresse dans le fait d'être journaliste, c'est d'écrire sur une histoire dont on ne connaît pas la fin. Là, j'ai été servi, ce livre, je l'ai fini 10 fois, refait 10 fois à cause des rebondissements. Et cette affaire, c'est quoi ? C'est un fait divers abominable qui a eu lieu en 2008 dans un petit village de l'Ain, où une postière de 41 ans a été assassinée de 28 coups de couteau. Et le principal suspect a d'abord été son mari, qui a été innocenté, puis un marginal qui traînait là avec des toxicomanes, qui se trouve être l'acteur Gérald Thomassin. Gérald Thomassin, c'est un garçon de la DAS qui avait fait ses débuts au cinéma avec Jacques Doyon et qui avait quand même décroché un César en 91 pour son rôle dans Le Petit Criminel. Puis il avait joué dans quelques autres films, et puis il était retombé dans une vie de galère. Et Thomassin a été interpellé, etc. Et il était sur le point, je crois, d'être innocenté quand il a disparu complètement, de manière très mystérieuse, en août 2019, ce qui a contraint Florence Aubenas, naturellement, à se remettre au travail pour faire son livre. Alors c'est un livre de journaliste ou c'est un livre de littérature, comme on dit ? Je crois que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que vraiment, Florence Aubenas, c'est une des rares personnes en France à pratiquer l'art du récit, un peu comme le font les grands auteurs du nouveau journalisme américain, de Truman Capote à Guy Tallez ou David Grann, pour citer un nom plus jeune. C'est du journalisme parce qu'elle n'invente rien. Elle raconte très bien dans l'Obs comment elle a enquêté quand même pendant 6 ans sur cette étrange histoire. Elle dit qu'elle a amassé 10 cartons de notes sur le village de Montréal-Lacluse. Elle avait de quoi écrire un livre sans doute 5 ou 10 fois plus volumineux. Elle a rencontré toutes les personnes impliquées, de Gérald Thomassin au père de la victime, ce qui n'a pas été commode du tout. Et voilà, donc ceux qui l'ont lu dans Libération, puis le Nouvel Observateur, puis Le Monde ces dernières années le savent. C'est une grande journaliste de terrain, Florence Aubenas, qui sait écouter les gens, qui sait nous les faire entendre, et elle le prouve ici encore, ce qui fait qu'elle livre au passage une sorte de documentaire empathique sur la France rurale des années 2000. Et puis c'est de la littérature, parce que son enquête est un récit complexe qui est à la fois impeccablement écrit, dans une langue très très fluide, très naturelle, et qui est extrêmement bien composé, ce qui lui permet de nous confronter au point de vue des différents protagonistes. Cet Inconnu de la Poste, c'est vraiment un polar de Simenon, quoi. Elle dit que Simenon est un de ses dieux, ça se sent, mais qui est porté par une... c'est une sorte de polar roman choral, aussi, elle le raconte bien, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, elle le dit dans vos colonnes. Essayez de comprendre chacun avec ses logiques contradictoires, c'est le meilleur garde-fou contre soi-même. Il faut qu'on vous laisse. Merci beaucoup à vous, Grégoire Leménager, d'être venu évoquer ce livre. On retrouvera Florence Aubenas à l'antenne dans les matins de Guillaume Marner sur France Culture très prochainement. Énorme merci à vous, Éric-Emmanuel Schmitt, pour Ces Paradis perdus, votre roman, volume 1, La traversée des temps, c'est chez Albin Michel. Merci d'être venu nous parler de cette histoire sans fin, mais vous irez au bout. Au revoir.